Une création. Blast! Pagaille, un podcast de Blast. Un micro pour entendre ce qui se passe dans nos territoires. Il se passe quoi? Il se passe quoi à Nouan-le-Fuselier, au domaine de Chalès, en Sologne? C'est au cœur de la Sologne des étangs que la nouvelle école a prévu de s'installer. Ancien orphelinat, le domaine de Chalès compte 175 hectares et de nombreux bâtiments, prêts pour accueillir le nouvel établissement et son internat. Le site a été acquis en fin d'année 2024 via la Fondation du Bien Commun, un organisme créé par l'homme d'affaires et milliardaire Pierre-Édouard Stérin. Il soutient la création d'une école catholique hors contrat, baptisée Académie Saint-Louis. Un projet tourné vers la religion. Il s'appuie sur une charte de l'éducation intégrale. La pratique religieuse et l'enseignement de l'Église catholique font partie du programme. En outre, l'établissement sera non mixte, réservé aux garçons. Une soixantaine d'élèves de niveau collège devraient intégrer cette nouvelle école à la rentrée de septembre. Pagaille, 16e épisode. En Sologne, Pierre-Édouard Stérin, le saint patron de l'extrême droite, sort du bois. Je vois tout de suite que c'est pas un établissement privé catholique ordinaire, puisque les droits d'entrée vont pouvoir arriver jusqu'à 14 000 € pour les gamins qui sont inscrits ici. Les ultra-riches fantasment la Sologne, délirent sur la Sologne, et puis s'y implantent, et ils font sécession dans toutes sortes de domaines. Donc moi, quand j'entends Chalès, il va y avoir ce type d'établissement scolaire, c'est un beau symbole de séparatisme et de sécession des riches. On est dans une école hors contrat, pendant que les écoles, collèges et lycées publics de Sologne crèvent la dalle. Donc c'est sans surprise en fait qu'on a vu la volonté d'ouvrir l'Académie Saint-Louis à Chalès. C'est dans la cohérence politique du territoire, malheureusement. Donc vraiment, on voit que c'est réservé à une élite. On voit tout de suite que ça va être des familles plutôt issues de la région parisienne, des familles bourgeoises qui viennent ici en internat. Et clairement, avec l'Académie Saint-Louis, on est dans l'entre-soi plus. Jean-Baptiste Fauré, vous l'auteur de cette enquête publiée aux Arènes, Les Nouveaux Seigneurs. On est, avec le domaine de Chalès, en plein cœur de ce qu'on appelle le triangle d'or. Oui, c'est ce qu'on appelle la Sologne des étangs. C'est là où on retrouve les principaux grands propriétaires de Sologne. C'est des noms du capitalisme comme Olivier Dassault, comme Jérôme Sédou, comme Franck Provost. Il y a une concentration de grandes fortunes tout à fait phénoménale dans ce petit coin de France qui ressemble un peu à un morceau de France éternelle. La Sologne, c'est la réserve de chasse des beaux quartiers, c'est le 16e à la campagne, et la plupart des fines gâchettes des beaux quartiers parisiens se retrouvent le dimanche, l'automne ou l'hiver, pour aller traquer le sanglier, le cerf ou le chevreuil, parce que la Sologne est à seulement 2 heures par la route de Paris et beaucoup moins en hélicoptère. Donc c'est quand même un autre monde. On chasse en cravate, on a des chapeaux à plumes, les petites vestes en tweed. Ils ont parfois, ces chasseurs, l'équivalent du prix d'une voiture en habillement. C'est assez phénoménal. Thomas Lemayeux, vous avez longuement enquêté pour le quotidien L'Humanité sur Pierre-Édouard Stérin, le financier, derrière cet établissement scolaire qui nous intéresse aujourd'hui. Et dans cette histoire, on peut remarquer tout d'abord qu'il ne fait pas partie de ces grands seigneurs possédant de vastes domaines en Sologne. Oui, c'est vrai que c'est intéressant de remarquer qu'effectivement, Pierre-Édouard Stérin est resté très longtemps sous les radars, comme on dit, complètement inconnu. Et c'est comme ça aussi qu'il a d'abord ramassé sa fortune. C'est comme ça qu'il a commencé à intervenir
politiquement, d'une certaine manière, parce que toute sa philanthropie est orientée de manière politique. On verra, en parlant de l'Académie Saint-Louis, on verra comment, notamment. Et effectivement, il n'est pas connu, il n'était pas très connu non plus, même dans le milieu catholique, où il a aujourd'hui un poids considérable, avec Bolloré, mais il a un poids qui est quand même très important, puisqu'il distribue beaucoup d'argent dans les diocèses, dans les paroisses, via tout un tas d'initiatives de sauvegarde du patrimoine, des écoles, des initiatives contre l'avortement, évidemment, pour améliorer l'insertion d'enfants qui sont en situation de handicap. Enfin, il y a des choses, évidemment, qui sont tout à fait pertinentes et tout à fait louables, mais il y a toujours une intention quand même marquée politiquement derrière. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a été très longtemps sous les radars. Et en Sologne, il se dit que parfois, il participe à des chasses. Moi, j'ai pas d'éléments là-dessus. Mais disons qu'il il ne fait pas partie du monde, du vieux monde, en quelque sorte, du grand capitalisme français, des grandes familles qui ont des domaines en Sologne, qui organisent ces chasses très courues. Donc, il ne fait pas partie de ce monde, mais il est en train d'arriver. Il arrive en ayant une fortune qui n'est pas issue des mêmes processus d'accumulation que les autres familles. Lui, c'est un investisseur, il investit dans des tas de choses, et du coup, ça lui permet aussi, c'est intéressant de voir qu'il passe sous les radars, parce qu'en fait, il investit un peu dans des tas d'endroits, dans tout le pays. En fait, il peut intervenir sur des petits projets, des choses qui sont finalement pas extrêmement chères, mais il intervient de manière beaucoup plus massive, au sens où il distribue pas beaucoup d'argent, mais à beaucoup de projets et d'initiatives. J'ai été dans un premier temps très surpris, puis après j'ai été même en colère. Emmanuel Léonard, secrétaire départemental du PCF, président du groupe communiste à la région Centre-Val de Loire. Venir créer sur ce territoire, qui est un territoire très rural, un établissement de luxe, parce que quand on regarde les tarifs pour l'accueil des élèves dans cet établissement, on voit bien que c'est en réalité pas destiné du tout à la population locale. On voit très bien également l'orientation politique qui est mise avec celui qui est derrière en fait cette académie, c'est-à-dire Pierre-Édouard Stérin, qui est en réalité un milliardaire d'extrême droite. On voit bien une volonté politique. En plus, c'est un établissement catholique. Derrière ça, moi, j'y vois aussi une notion de séparatisme et de mise en cause en fait de la laïcité d'une certaine façon. Et cet établissement a aussi comme caractéristique de ne pas être mixte. Ça renvoie à un siècle en arrière, en fait, d'une certaine façon. C'est-à-dire que les écoles non mixtes, ça remonte, oui, à l'avant Deuxième Guerre mondiale. Ils disent, ouais, peut-être que, dans un deuxième temps, on ouvrira aux jeunes filles. Ok, bon, pour leur faire quoi de la couture et du tricot, peut-être, je ne sais pas, on verra. Thomas Lemayeux, comment vous l'avez appelé, Pierre-Édouard Stérin ? On l'a appelé le saint patron de l'extrême droite. C'est quelqu'un qui prétend devenir saint, qui prétend réévangéliser la France, qui est quand même très marqué donc par sa foi, sa spiritualité, qu'il met toujours en avant. C'est un milliardaire, c'est quelqu'un qui a fait fortune et qui compte maintenant parmi les 100 premières fortunes du pays. Il a fait fortune à partir des coffrets cadeaux Smartbox, qui lui a permis de créer un fonds d'investissement qui s'appelle Otium Capital, et à partir duquel il a ensuite créé un fonds de philanthropie qui s'appelle le Fonds du bien commun. Et l'année dernière, on a révélé avec l'Humanité qu'il avait par ailleurs un projet directement politique pour faire gagner les droites extrêmes dans les têtes et dans les urnes, comme on dit, c'est-à-dire qu'il comptait mener une bataille culturelle, politique et électorale pour faire gagner l'extrême droite. Et ce projet s'appelle Périclès. C'est un acronyme qui signifie patriote, enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européens, souverainistes. Et ça dit tout. Et ça dit tout. Enfin, il y a un peu tous les termes qui sont les termes qui qualifient les différents courants de l'extrême droite. Finalement, c'est une manière de rassembler toute l'extrême droite, à la fois donc chrétienne, enracinée, identitaire. C'est tout à fait marqué.
Et ce qui est intéressant, c'est que jusque-là, Pierre-Édouard Stérin s'affichait comme un entrepreneur, un business angel, enfin quelqu'un qui investissait dans les startups, un philanthrope, quelqu'un intéressé par l'idée de faire le bien, faire de la charité, en fait, charité qu'il peut exercer d'autant plus facilement qu'il est exilé fiscal. Smartbox est notamment délocalisé en Irlande, ce qui permet d'escamoter déjà une partie d'impôt sur les sociétés, et lui-même est en Belgique, ce qui lui permet de ne pas payer à l'époque l'impôt sur la fortune, l'impôt sur les dividendes, enfin ce genre de choses, sur les plus-values, etc. Donc c'est quelqu'un qui est d'autant plus généreux avec son propre argent par la philanthropie qu'il a en fait, en quelque sorte, escamoté en tout cas. Il a fait bande à part, enfin il s'est sorti, disons, de la solidarité nationale à laquelle il ne participe peu. Donc c'est quelqu'un qui prétend être très généreux, mais seulement sur les causes qui sont celles qui l'intéressent, c'est-à-dire cette forme de réévangélisation du pays, conception économique très libertarienne, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire pas d'impôts, pas d'État, enfin l'État le plus réduit possible, une place totalement libre à l'initiative privée, hein, aux grandes fortunes notamment. Périclès, ça a comme objectif de former une élite d'extrême droite, clairement, parce qu'actuellement, une des faiblesses que peut avoir l'extrême droite, c'est effectivement des difficultés à identifier des dirigeants, des personnes en capacité de faire le travail au-delà de leurs élus. Et le projet Périclès, il vise à ça. Il vise, avec Pierre-Édouard Stérin derrière, il vise clairement à faire ça. Et de ce point de vue-là, l'Académie Saint-Louis, qui n'est d'ailleurs qu'une des... c'est la première, mais c'est qu'une de celles qui va se mettre en place, puisque l'objectif, c'est d'en mettre une dans chaque région. Donc on voit bien, derrière ça, on veut créer une élite d'extrême droite. Si on reste ensemble, Thomas Lemayeux, sur cet établissement scolaire qui va recevoir à partir de la rentrée prochaine une soixantaine d'élèves, on découvre quoi? Qu'il s'insère aussi dans un projet d'éducation dite intégrale. Moi, le projet en tant que tel, on connaît les promoteurs du projet, c'est-à-dire les promoteurs, les idéologues, on pourrait dire, du projet, hein, qui sont des gens qui sont des défenseurs de ce qu'ils appellent l'éducation intégrale, comme vous dites. L'éducation intégrale, ça signifie effectivement... Enfin, on ne doit pas se laisser avoir, je pense, par le vocabulaire. Enfin, l'habillage idéologique, il est important, mais il faut simplement voir que c'est une école d'élite. Le but, en fait, c'est simplement de pouvoir sortir des obligations liées au contrat avec l'éducation nationale et de pouvoir, de manière un peu plus libre et en s'éloignant de la surveillance quand même par ailleurs assez défaillante, malheureusement, faute de moyens dans l'éducation nationale, s'éloigner des programmes, faire du catéchisme allègrement, pouvoir prier, etc. Moi, j'ai notamment remarqué qu'avant même l'ouverture de la première classe de cette Académie Saint-Louis, cette Académie Saint-Louis va accueillir pendant quelques jours 500 personnes pour des vacances qu'ils appellent des vacances familiales avec le bon Dieu, et qui vont en fait être des vacances avec une forme de retraite spirituelle, mais organisées par les courants les plus traditionnalistes, extrêmement mobilisés et remobilisés depuis une dizaine d'années, en particulier avec la Manif pour tous. Tous ces gens vont se retrouver pour des vacances qui vont être aussi l'occasion de faire des meetings politiques avec des grands théoriciens, des attaques contre le droit à l'avortement. Il y a cette personne qui est une ancienne porte-parole de la Manif pour tous, qui s'appelle Ludovine de la Rochère, qui dirige aujourd'hui ce qu'elle appelle le syndicat de la famille. Ce sont des personnalités très, très, très réactionnaires. Il y a aussi un abbé carrément identitaire qui, en fait, permet de fusionner des courants qui sont d'habitude un peu païens, des courants nationalistes révolutionnaires, enfin vraiment néofascistes pour le dire de manière claire, et les courants traditionnalistes chrétiens.
c'est qu'il y a, dans le catholicisme, il y a un effondrement de la pratique depuis des années, et que du coup, ceux qui restent sont plutôt ceux qui sont les plus réactionnaires, plus ils s'affaiblissent, plus ils se renforcent dans leur conception réactionnaire et identitaire. Ils veulent s'affirmer précisément parce qu'ils disparaissent. Et c'est aussi ça que traduit, à mon avis, la possibilité de créer des instituts, des internats d'excellence comme celui de Sterrin en Sologne. C'est vrai que l'émergence d'initiatives depuis plusieurs années maintenant, et en particulier sur notre territoire du Loir-et-Cher, en Sologne, qui consiste à se replier sur sa communauté, quelle qu'elle soit, et en l'espèce sa communauté élitiste pour ce qui relève de la Sologne, nous inquiète. Benjamin Vétélé, adjoint chargé de l'éducation à la mairie de Blois, chef-lieu du département. Et c'est vrai que le projet d'Académie Saint-Louis en Sologne, c'est la convergence de beaucoup de phénomènes inquiétants, à la fois une aggravation du séparatisme religieux avec ce projet d'école catholique, d'un catholicisme assez rigoriste, mais aussi d'un séparatisme social, celui qui consiste à essayer de produire des élites avec tout ce que culturellement elles peuvent défendre, à savoir une espèce d'affirmation nationaliste. On est en face d'une idéologie que vous analyseriez comment ? Et je crois qu'il y a un double phénomène. Il y a à la fois une extrême droite qui est désormais à l'offensive, avec cette idée justement qu'ils peuvent gagner la bataille culturelle, qui était jusqu'à présent un concept qui avait été beaucoup porté par la gauche autour du penseur italien Gramsci, qui est celle de pouvoir faire devenir dans les esprits une idée majoritaire, au-delà du débouché politique. Et aujourd'hui, effectivement, il y a cette ambition de l'extrême droite de pouvoir conquérir les idées. Et puis, il y a aussi un autre phénomène, c'est l'affaiblissement terrible du service public. Parce que là où prospère l'extrême droite, c'est souvent là où le service public lui-même a été attaqué et s'est affaibli. Fermeture d'écoles publiques, fermeture de services publics dans les campagnes et en ruralité, de réseaux de transport, de tous ces aspects-là. Et donc il y a à la fois cet affaiblissement du service public et à la fois cette offensive réactionnaire. Et au-delà de l'Académie Saint-Louis, il y a aujourd'hui une stratégie qui est extrêmement pensée, construite, de pouvoir essayer de blanchir des idées particulièrement noires et nauséabondes. Vous parliez de l'Académie Saint-Louis, on pourrait également regarder ce que vient de lancer Pierre-Édouard Sterrin autour du tourisme, où il vient de proposer de monter un projet qui amènerait à faire revisiter des lieux emblématiques de la France. Et on voit bien ce qu'il y a derrière tout ça, c'est la vieille France, c'est la France éternelle, c'est ce projet très réactionnaire. Quand on veut cibler le Mont-Saint-Michel autour du tourisme, quand on veut cibler Chambord, quand on veut cibler Notre-Dame, on veut faire croire qu'il y aurait cette France éternelle qui aurait été masquée par la gauche, qui aurait été masquée par des années de multiculturalisme. Eh bien, je pense qu'effectivement, il faut s'inquiéter de tout ce qui est pur. La République, elle s'est construite sur la différence et que l'école de la République, justement, elle a su bâtir des trajectoires, des rencontres, et aujourd'hui il n'y a pas de rencontres. Le fond du projet Saint-Louis, c'est l'absence de rencontres, c'est l'absence de différences, c'est de gommer les différences entre les uns et les autres et d'avoir des jeunes hommes qui seraient construits sur la base de la religion, sur la base d'un projet de société qui nierait justement toute forme de différence. Et aujourd'hui, si on laisse ouvrir cette Académie Saint-Louis, eh bien on fait sauter un garde-fou parce qu'on laisse ouvrir une école qui sert un projet politique et religieux radical. Emmanuel Mercier, vous, le co-secrétaire FSU du Loir-et-Cher, la Fédération syndicale unitaire, la première fédération syndicale de France de l'enseignement, comment avez-vous appris la nouvelle de l'implantation de l'Académie Saint-Louis ?
Alors cette nouvelle, on l'a apprise par la presse, en fait, par hasard, parce que donc cette Académie Saint-Louis a fait la pub dans CNews et dans Valeurs Actuelles de leur journée porte ouverte. Donc ça, c'était au mois de février. Et c'est là qu'on a découvert, et que tout le monde un peu a découvert, le projet d'ouverture d'une Académie Saint-Louis, donc un établissement privé hors contrat dans le Loir-et-Cher, à cet endroit-là. Et ce qui nous a interpellés également, c'est le projet éducatif de cet établissement, donc fondé sur l'éducation intégrale. Très rapidement, vous vous mobilisez et c'est un communiqué intersyndical et même beaucoup plus élargi que ça qui va être publié dès le début du mois de mars. Voilà, c'est ça. On a essayé de rassembler un maximum d'organisations syndicales qui ont signé ce communiqué et qui demandent explicitement aux autorités qui en ont le pouvoir de s'opposer à l'ouverture de cet établissement, parce qu'il y a un vrai risque quand on regarde le projet éducatif de cet établissement, le projet politique lié à Pierre-Édouard Sterin. Il y a un vrai risque d'endoctrinement des jeunes qui seront scolarisés dans cet établissement. Il y a une prise de conscience sur le danger que fait planer cet établissement, encore une fois, sur l'avenir de la jeunesse. Et puis, il répond à un projet politique, encore une fois, qui n'est pas neutre, qui est celui de faire gagner l'extrême droite en France. Et Pierre-Édouard Sterin l'a dit à plusieurs reprises publiquement, son souhait c'est celui-ci. Et pour y arriver, il met à disposition une partie de sa fortune, et y compris pour former une partie de la jeunesse, donc qui seront les adultes de demain, et de préparer comme ça la victoire de l'extrême droite. Et donc, on va tout faire en tout cas pour que cet établissement ne puisse pas ouvrir à la rentrée de septembre. Alors, Emmanuel, un mot sur ce cadre légal qu'on n'est pas tous obligés de connaître. Et c'est vrai, quand on ouvre ce dossier, on est assez surpris de savoir que finalement, il faut peu de choses pour ouvrir un établissement scolaire. Alors aujourd'hui, il faut peu de choses parce qu'il y a une idéologie qui court aussi dans les sphères du pouvoir, c'est celle de la simplification. Et au nom de la simplification, depuis moins d'une dizaine d'années finalement, une quinzaine d'années, aujourd'hui on peut ouvrir un établissement privé hors contrat avec quasiment rien. Et sans autorisation en tout cas, c'est une simple déclaration qui suffit pour ouvrir un établissement privé hors contrat. Et ensuite, c'est à l'administration, aux autorités de s'opposer avec des arguments, et donc il faut des arguments assez solides parce qu'il faut qu'ils tiennent devant un tribunal administratif. Et donc au nom de la simplification administrative, en 2014, les compétences des conseils académiques ont été supprimées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a une opposition d'ouverture, c'est le juge administratif qui validera ou invalidera l'opposition d'ouverture. Il n'y a plus d'instance collégiale qui regroupe l'ensemble des parties de l'éducation nationale. Les instances compétentes ont perdu leurs compétences au profit d'une liberté qui mène aujourd'hui à ce qu'il soit possible qu'un milliardaire qui a fui le fisc pour aller en Belgique se permette, au nom d'une idéologie politique qui est raciste, xénophobe, antisociale, anti-républicaine, eh bien, que ces personnes-là puissent ouvrir tranquillement un établissement scolaire sans qu'il soit facilement possible, en tout cas, de s'y opposer. Thomas Lemayeux, cette école ne sera que la première du nom. Chaque région en comportera. On voit comment un empire se construit pour régénérer peut-être les esprits et fournir à la droite la plus traditionnelle des nouveaux cadres. Oui, c'est ça. En fait, Sterin fonctionne beaucoup comme ça, en fait. Sterin pose un jalon, une forme de jalon. C'est toujours des projets assez détaillés, vastes. C'est-à-dire, il crée un premier internat. Après, il doit y en avoir effectivement 5 ou 6 dans les prochaines années, effectivement dans tout le pays. Il fait un peu pareil en fait avec d'autres secteurs privilégiés par lui. Il est en train de créer des musées immersifs, par exemple. Il crée des think tanks. Oui, des think tanks, mais aussi, par exemple, des musées. Il a créé un musée, ce qu'il appelle un musée immersif, donc en réalité virtuelle, enfin, sur les Vikings. Ils vont en créer un sur Jeanne d'Arc. C'est toujours un peu des figures historiques qu'il s'agit de mettre sur un piédestal. Évidemment, il y a une forme, comme ça se passe toujours dans ces droites extrêmes. Il s'agit d'écrire l'histoire de France comme ils la veulent. C'est évidemment des déclinaisons très inspirées du Puy du Fou. Ce sont des déclinaisons locales, mais Sterin a une ambition de s'étendre. Sterin veut créer un réseau de 300 librairies
franchisés dans tout le pays. Il soutient une association qui s'appelle SOS Calvaire, qui est vraiment très, très, très liée à des groupuscules très radicaux d'extrême droite qui rénovent des calvaires, mettent en restauration des calvaires. Enfin, il s'agit de replanter des croix dans le pays, effectivement. Et ces croix peuvent être des croix réelles, des calvaires, mais ça peut être une école privée hors contrat. Une école de journalisme ? Une école de journalisme. Il y a deux choses. Il a créé une espèce de formation au journalisme il y a 3-4 ans, qui est vraiment très, très sommaire. Il s'agit de quelques jours, 12 jours peut-être sur un an de formation, mais il s'agissait du coup d'envoyer des gens avec ce logo-là, enfin ce diplôme-là, dans des rédactions qui sont proches, qui peuvent être celles du groupe Bolloré, mais d'autres aussi. Et là, il n'est pas directement dans l'affaire, mais il a quand même pas mal de gens de ses équipes qui sont autour ou qui ont travaillé avec lui. Il est dans le projet de rachat de l'École supérieure de journalisme de Paris, qui est l'école de journalisme ancienne, mais pas reconnue par la profession. Voilà. Il y a ce qui est écrit dans le projet, dans la charte de l'éducation intégrale, qui nous pose déjà un certain nombre de problèmes sur le fond. Emmanuel Mercier, co-secrétaire FSU du Loir-et-Cher. Mais il y a également ce qui a été déclaré dans la presse, notamment par l'auteur de la charte de l'éducation intégrale, François-Xavier Clément, qui, dans des médias d'extrême droite, s'exprime en parlant de tyrannie républicaine. Il y a, fin août, va être organisé sur le domaine de Chalès, donc à l'endroit de l'établissement en question, des séminaires, des rencontres au cours desquels il y aura une conférence sur le piège de la laïcité. Ils sont assez malins pour que, dans leurs écrits, il y ait une apparence de respecter certaines valeurs, mais lorsqu'on les entend, lorsqu'on lit entre les lignes de leur projet, on voit assez vite qu'on est face à un projet intégriste, catholique, intégriste, traditionnaliste et anti-républicain. Pour citer, c'est « Les enfants recevront une éducation chrétienne leur permettant de se déterminer librement à suivre le Christ. » Aline Panon, co-secrétaire de la FSU 41. Donc, effectivement, dans la charte de l'éducation intégrale, il est question de liberté, se construire librement, etc. Mais on voit quand même, c'est écrit, que la volonté quand même pour eux, c'est oui, on sera libre, mais d'aller vers le chemin qu'on vous aura tracé, c'est-à-dire de croire en Dieu, dans ce Christ-là, au salut éternel. Enfin voilà, c'est des mots que l'on voit dans les publications. Et nous, c'est ce qu'on a dit au recteur et à l'inspectrice d'académie. On demande à ce qu'ils se positionnent contre cette ouverture, non pas en seulement regardant le dossier d'ouverture qui aurait été déposé avec toutes les belles choses qu'on peut trouver dedans, mais de s'appuyer aussi, comme disait Emmanuel, sur la réalité des choses qui ont été dites par les porteurs de ce projet. C'est la République qui est en danger. Donc c'est là-dessus qu'on lutte. C'est pas parce que c'est un établissement privé hors contrat qu'il est libre de faire et dire ce qu'il veut et n'importe quoi à ses élèves. Il doit respecter un certain nombre de principes qui sont définis dans le Code de l'éducation, et notamment la liberté de conscience, ça fait partie des principes. Or, dans la charte de l'éducation intégrale, c'est pas une liberté de conscience. La seule liberté qui est inscrite, comme l'a rappelé Aline, c'est la liberté de croire. Il n'y a pas la liberté de ne pas croire. Jamais ça n'apparaît. Et donc, ça veut dire que la liberté de conscience n'existe pas dans leur projet. Et donc ça, c'est un vrai problème. Ça peut, de notre point de vue, en tout cas, être un motif d'opposition à l'ouverture. Parce que ça ne respecte pas les principes fondamentaux de l'éducation auxquels sont astreints, y compris les établissements privés hors contrat. C'est l'établissement qui est privé, c'est pas l'enseignement. Face à ce projet de l'Académie Saint-Louis, il me faut aller à la rencontre des élus, du moins ceux qui acceptent de me parler, et dans ce qui s'apparente presque à une forme d'omerta propre à l'identité solognote. Rencontre avec Agnès Thibault, qui me reçoit dans l'un de ces plus énigmatiques châteaux qui abrite le siège de la communauté de communes de la Sologne des Étangs qu'elle préside en tant que maire de Marcilly-en-Gault depuis 1995. Marcilly-en-Gault, connue pour être la plus jolie des 126 communes de Sologne. La Sologne des châteaux. C'est drôle, Agnès Thibault, en ouvrant les fenêtres de cette pièce qui nous accueille, vous avez dit « Je vous ouvre les fenêtres de mon château ». Oui, absolument. Et très fière.
C'est un des petits châteaux avec son histoire aussi. Chaque château a son histoire. Celle-là, elle est très marquée. Absolument, parce que Bokassa y a habité il y a quelques années. Et donc, nous sommes dans le château de Monsieur Bokassa. Voilà. Il y a une mare au crocodile, pas loin ? Non, maintenant, ça va. Moi, j'ai connu que la génération d'après, ou plusieurs générations après. Donc, l'histoire dit qu'il y avait des robinets en or, mais je ne sais pas. C'est peut-être que l'histoire. Je n'ai jamais pu constater cela. Évidemment, l'histoire qui nous fait venir, c'est celle d'un autre château, le château du domaine de Chalès, qui a été racheté l'an passé grâce à Pierre-Édouard Stérin, et qui va abriter un futur pensionnat. Écoutez, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a la liberté de monter ce genre de projet. Ben, pourquoi pas ? Il n'y a qu'une chose qui m'intéresse en fait dans tout ça, il faut que tout le monde respecte la République, donc la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais vous avez déjà la possibilité, puisque les enquêtes se sont multipliées depuis 1 an maintenant, on connaît l'existence des intentions, ce projet Périclès. Vous l'avez lu ? Oui, mais on est libre de le faire, ils ont le droit de le faire. C'est comme les partis politiques. Il y en a qui râlent sur le Front National. On a droit, le Front National. Il y en a qui râlent contre LFI, parce que c'est encore une bonne raison. Ah oui, mais LFI existe, voilà. Donc les partis politiques, on existe, on a le droit de le faire. Ils ont la liberté de monter cet établissement. La charte éducative est assez claire. Benjamin Salès, représentant des personnels administratifs de jeunesse et sport, au syndicat national de l'administration scolaire, universitaire et des bibliothèques, FSU. Il est clairement indiqué que le but pour la jeunesse, donc qui sera éduquée au sein de cette Académie Saint-Louis, c'est de leur apprendre à choisir le bien et à assumer progressivement la responsabilité de leurs actes, dont actes. On veillera ainsi à ne pas exposer les enfants à l'immoralité, dont actes, incitation à la débauche, détournement de mineurs, ingérence idéologique. Chaque enfant sera accueilli, donc ça c'est le paragraphe C5, mixité et unité dans l'éducation du masculin et du féminin. Chaque enfant sera accueilli dans le respect de l'ordre naturel de son identité sexuelle. Quand cela est possible, nous préconisons la non-mixité en collège. Pour autant, la non-mixité n'induit pas nécessairement des relations saines et équilibrées entre filles ou entre garçons. Dans tous les cas de figure, le projet éducatif de l'établissement doit prévoir d'accompagner les élèves dans le développement d'amitiés authentiques fondées sur l'apprentissage de l'accueil et du dialogue et incluant la progressivité de la maturité de la relation. Si ce n'est pas une obsession d'une potentielle orientation sexuelle qu'il qualifie de déviante, celle de l'homosexualité, je ne sais pas ce qu'il en est. En tout cas, il termine ce joli chapitre par « C'est dans ce sens que les enfants du réseau Saint-Joseph Éducation seront accompagnés pour éviter autant que possible les souffrances liées aux troubles de genre. » Je ne sais pas comment l'Académie Orléans-Tours, monsieur le recteur ou madame l'inspectrice d'académie et la préfecture vont traduire cette dernière phrase. Donc comment ils vont accompagner les jeunes pour leur éviter les souffrances liées aux troubles de genre. Moi, j'appelle ça de la thérapie de conversion. Et le sport ? Beaucoup de sport, entre 10 et 12 heures par semaine. Je ne sais pas ce qu'ils vont réellement faire. Peut-être, oui, un entraînement. C'est quand même pour former la future élite identitaire et nationale d'une France qui serait tombée aux mains du Rassemblement national. Oui, peut-être faire des phalangistes, c'est un peu le projet Périclès, Sparte, les phalanges, je ne sais pas. En tout cas, ce sera à surveiller. On a des arguments, mais il faut aller au-delà de ce qu'il y aura écrit dans le dossier. Emmanuel Mercier, co-secrétaire FSU du Loir-et-Cher. C'est-à-dire qu'il faut que les autorités, lorsqu'elles vont instruire, elles remontent dans le passé, y compris des uns et des autres. Par exemple, le futur directeur de l'Académie Saint-Louis, il a été directeur d'un lycée privé sur Blois
en 2015. Il s'est opposé à une sortie scolaire au cinéma parce que dans le film, on voyait 2 hommes s'embrasser. Et donc, je pense qu'on ne peut pas leur faire confiance a priori. On ne peut pas se contenter de dire on va les laisser ouvrir et puis après on ira les inspecter. Ça, c'est pas possible. Parce que si on fait ça, nous, on est bien placés pour savoir, en plus dans l'académie, qu'il est très compliqué de faire fermer un établissement privé hors contrat lorsqu'il a été ouvert. Il y a un établissement privé par correspondance hors contrat dans l'académie pour lequel on a demandé la fermeture, une instance a demandé la fermeture. 4 ans après, il est toujours ouvert et il va repasser devant le conseil académique en formation disciplinaire pour les mêmes motifs en fait. Et donc on voit à quel point c'est compliqué, une fois qu'un établissement est ouvert, de le faire fermer, même si les motifs sont légitimes et même si il y a des fautes caractérisées qui ont été commises par l'établissement en question. Et on est en pleine affaire Betaram. On sait qu'il y a eu des violences qui ont été commises dans cet établissement scolaire à Betaram. Et on sait qu'il y a eu un laisser-faire. C'est un établissement privé sous contrat, donc normalement soumis au contrôle de l'État. Là, sur l'Académie Saint-Louis, on parle d'un établissement privé hors contrat qui va reprendre certaines des pratiques qui étaient en vigueur à Betaram, et notamment le fonctionnement en capitainerie. C'est-à-dire qu'à terme, quand l'établissement fonctionnera à plein régime, ce sont les élèves les plus anciens, donc plutôt ceux qui seront sur le lycée, qui iront surveiller les élèves les plus jeunes. Et c'est exactement ce qui a engendré tout un tas de violences à Betaram, et c'est d'ailleurs ce qu'avait relevé le rapport d'inspection dans les années 90, au milieu des années 90, quand il avait eu lieu. Et cet établissement-là, l'Académie Saint-Louis, va reproduire ce genre de pratique. Donc en fait, les mêmes causes produisent les mêmes effets, et donc on peut craindre qu'avec l'ouverture de cet établissement-là, on ait un Betaram en puissance en fait. Et là, encore une fois, au nom de la protection de la jeunesse, on demande vraiment qu'on applique le principe de précaution et qu'on n'ouvre pas cet établissement-là. Deuxième rendez-vous avec un élu, cette fois-ci avec le maire de Nouan-le-Fuselier, l'une des 3 communes dont dépend le domaine de Chalès, où va s'implanter sur ses 175 hectares l'Académie Saint-Louis, un domaine qui appartenait jusqu'à son rachat par Pierre-Édouard Stérin en 2024 à l'institution des orphelins des douanes. Mais ça, c'est du passé. Patrick Lunet, c'est gentil de nous recevoir dans la mairie de Nouan-le-Fuselier. Tout à fait. Combien d'administrés ? 2337. Et il y a l'ouverture prochaine d'un lycée, collège, hors contrat sur le domaine de Chalès. Tout à fait. C'est en ce sens que, disons, le projet de reprise qui a été formulé pour en faire un établissement scolaire, finalement, est très intéressant puisque ça redonne vie à un espace qui autrement péricliterait. Ça donnera aussi éventuellement des possibilités d'emploi à des personnes qui pourraient être employées sur le site. Et puis ça donnera aussi du mouvement. Et un maire, quel qu'il soit, cherche toujours à ce que sa commune vive. Et je ne cache pas qu'avoir un établissement scolaire quasiment sur place de cette nature, c'est très intéressant pour nous. Oui, monsieur le maire, Patrick Lunet, mais on s'inquiète un peu d'une charte qui semble un peu rigouriste, un peu tournée vers une idéologie qui peut, pour certains, et là je parle des syndicats qui ont signé tout de suite une défiance, un communiqué de presse, disant nous allons les embrigader, les enfants. Si il y a des familles qui sont intéressées, c'est que le projet peut les intéresser. Il ne s'agit pas d'embrigadement, il s'agit de faire des choix et que on verra bien sur place comment ça se passera. Donc cette ouverture sera effective à votre avis ? Il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas. Je ne vois pas pourquoi je m'y opposerais. Aujourd'hui, il y a peut-être un sentiment à la fois pour ceux qui vont ouvrir cet établissement à l'Académie Saint-Louis, de harcèlement, de laisser-nous faire. Il y a une position presque victimaire. Et ils ne comprennent pas l'opprobre. Vous voulez plus me parler ? Je coupe. Voilà. Le maire de Nouan-le-Fuselier, ancien général de la gendarmerie à la retraite, n'en dira pas plus. Ces interrogations et suspicions portées par l'ensemble d'une presse engagée à gauche, selon lui qui est ouvertement, et il le revendique, de droite et catholique, l'horripile.
Et quant au maire de la grosse commune limitrophe, Salbris, Alexandre Avril, j'ai eu droit à un refus plein de mépris et catégorique d'entretien. C'est que le jeune trentenaire, Alexandre Avril, est beaucoup plus politique, une figure montante du parti d'Éric Ciotti. Il est soutenu par Pierre-Édouard Stérin comme étant un des futurs candidats nationaux. C'est donc vers l'opposition municipale que je me suis tourné. Rencontre avec Christophe Matteau, chef de file de l'opposition à Salbris et secrétaire général de la présidente de la communauté d'agglomération Bourges Plus. Qu'est-ce que l'arrivée de ce collège, lycée, internat, catholique, non mixte, sur la commune voisine a soulevé comme lièvre? Ce qui nous a éveillés, nous, à Salbris, c'est le financement qui arrive en convergence avec un soutien politique annoncé de M. Stérin. On a appris par la presse que ce milliardaire voulait financer la carrière politique de notre maire. Et on découvre que ce collège qui arrive dans la commune voisine a les mêmes sources de financement. Donc ça nous a beaucoup interrogés. Concrètement, il se passe quoi? Sur la gestion municipale, on n'est pas dans une mairie d'extrême droite. Il n'y a pas de signe extérieur d'ostracisme, d'actes de racistes. Par contre, petit à petit, on l'a vu prendre des positions beaucoup plus radicales sur des réseaux sociaux qui visent un autre public, loin de Salbris. Mais à part ces sorties sur X, finalement, on n'avait pas de point de connexion avec une droite plus radicale, jusqu'à ce que des articles de presse nationaux nous signalent des participations à des actions menées dans l'entourage de M. Stérin et le fait que M. Stérin l'annonce comme un futur candidat d'un nouveau parti politique à créer pour 2032. Mais l'arrivée de ce collège a un petit peu l'a obligé à dévoiler son positionnement politique. Maintenant, il est clairement dans un parti d'extrême droite. Ce parti de Ciotti, ce qui est intéressant d'ailleurs, quand on regarde un petit peu, c'est que la logique du parti de Ciotti, c'était une partie de la droite qui s'alliait à Le Pen. Et en fait, Ciotti, il a amené très peu de cadres de chez LR, mais il a ramené des nouveaux acteurs qui sont plutôt dans cette mouvance catholique, traditionnaliste, très conservateur, soutenus par M. Stérin, sont plus à l'UDR qu'au Rassemblement national, en fait. Donc en fait, ce parti peut-être plus à droite que Le Pen, en vérité. Quand on regarde qui est député, c'est quelques cadres de LR, mais il y a aussi beaucoup de gens qui viennent de mouvances beaucoup plus radicales. Une sorte de laboratoire. C'est ici qu'il va se passer des expériences, ou qui semble se passer des expériences. Oui, possible que ce soit un laboratoire, parce que s'ils ont il y a une mouvance de gens qui s'entendent bien, qui ont la circonscription des communes. Si j'ai bien lu ce que vos confrères racontent de M. Stérin, il y a vraiment le projet il y a un projet politique à mettre en œuvre, et c'est possible qu'ils essayent de le faire chez nous. Et le bon Dieu dans tout ça? Alors le bon Dieu, dans la philosophie de ces gens-là, c'est un outil, le bon Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont se servir du catholicisme comme étant un dénominateur commun à des gens d'horizons politiques différents. Ils vont aller voir la droite modérée, ils vont aller voir les centristes, en disant on a des valeurs communes qui sont les valeurs chrétiennes, et ils vont essayer d'avancer, qu'on peut fusionner tous les gens qui se réfèrent aux valeurs chrétiennes dans un même courant politique. Je vois que M. Stérin ne s'intéresse pas qu'à l'extrême droite. Il a envie de se mêler du congrès des LR et de soutenir un candidat. Il y a une volonté, un projet de fusionner les droites. Et le bon Dieu, c'est un argument. Thomas Lemayeux, pour conclure, il faut ajouter que face aux révélations de l'humanité, Pierre-Édouard Stérin n'hésite pas à se poser en victime, ce qui est aussi la position de la direction de l'Académie Saint-Louis. Oui, alors c'est vrai que, oui, effectivement, Pierre-Édouard Stérin, il y a quelques jours, a dit dans le JDD, c'est un peu ému, en fait, dans le journal du dimanche, donc de Vincent Bolloré, et c'est un peu ému que personne ne rappelle jamais, par exemple, que, disait-il, tous les éléments publiés sur lui, contre lui, à charge, disons,
serait issu de nos révélations à l'humanité sur son plan Périclès, et que donc ça vous signifiait que tout ça venait d'un journal communiste. Effectivement, et du coup, il se pose effectivement victime d'une espèce de cabale politique. Bon, la seule difficulté qu'il a là-dessus, c'est que nous, quand on a fait nos révélations, il nous a menacé de nous attaquer, de porter plainte pour violation du secret des affaires, parce qu'en fait, ce plan était conçu comme un plan d'affaires, un business plan en quelque sorte, et donc il pensait qu'il pouvait prétendre que c'en était un, alors que c'est évidemment un plan politique, c'est un plan qui décline une série de projets consistant à faciliter la victoire du Rassemblement national et des forces de droite qui seraient ralliées au Rassemblement national, que ce soit aux élections municipales, mais aussi évidemment aux législatives et à la présidentielle. Donc bon, il a tenté en fait d'abord de nous dissuader de publier. Il n'a pas attaqué le journal derrière. Le document est tout à fait authentique. Là, on est face à un plan qui a été élaboré par un petit nombre de personnes, qui devait rester secret, qui par ailleurs est en train de se dérouler maintenant sous nos yeux, parce qu'en fait, maintenant qu'il a été sorti du bois, Pierre-Édouard Stérin, on peut constater qu'en fait, ce qu'il voulait faire dans son plan qui était confidentiel et secret se réalise. Enfin, il le réalise et il le revendique. Il revendique aujourd'hui qu'il veut faire gagner ses idées et ses candidats aux prochaines élections. Pagaille, en Sologne, à l'Académie Saint-Louis, c'est la fin. Remerciements à Jean-Louis Cotula, Hélène Beaulieu, Philippe Durabolio, à Nouan-le-Fuselier, à ceux et celles aussi qui m'ont aiguillé anonymement au cœur des étangs, et à Yvon Chéry, ancien conseiller municipal d'opposition à Romorantin, membre de l'association Romo Citoyenne, qui a ouvert cet épisode et co-organisé le 26 avril dernier, devant le domaine de Chalès, une manifestation et une conférence de presse autour du projet d'un manifeste pour la protection de la Sologne contre l'implantation de cet établissement scolaire, mais aussi contre l'engrillagement des grands domaines de chasse et donc la privatisation de la chasse, contre l'extension du golfe touristique des Bordes. Une mobilisation que vous pouvez rejoindre en envoyant vos contributions pour la rédaction de ce manifeste, prévu pour janvier 2026, à la veille des municipales donc. Pour cela, une adresse, manifeste pour la Sologne, @riseup.net, RIEUP.net. Plus d'infos sur le site de Blast. Et si vous voulez soutenir les efforts de Blast pour le podcast et une information indépendante, abonnez-vous. Blast est à vous. Pagaille est un podcast original de Blast, une enquête d'Alexandre Hérault, montée, mixée, réalisée par Vincent Deck. Une création Blast.